Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Chaque mois, Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Au fil des épisodes, découvrez leurs clés de succès, leurs partenaires, leurs méthodes afin de faciliter la réussite de vos prochains projets. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Bruno Dandois, directeur général de l'association La Roche. Il nous parle de sa stratégie partenariale pour identifier de nouvelles ressources afin de développer ses projets au service de l'inclusion. Ce podcast est en 2 parties. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes de podcast habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Mais tout de suite, place à notre conversation. Monsieur Bruno Dandois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Mousseline, à Tarare. On est réunis aujourd'hui pour discuter, pour échanger en tout cas sur un projet que vous portez au sein de l'association La Roche. Vous êtes directeur général de l'association La Roche depuis 2015 et vous êtes acteur de l'ESS depuis 2003. L'association La Roche a été créée en 1972 et vous accompagnez aujourd'hui environ 700 personnes. Vous êtes situé en Rhône-Alpes. Et est-ce que vous pouvez nous présenter déjà en quelques mots l'association La Roche ? L'association La Roche existe effectivement depuis 1972 et s'est constituée autour de l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, à l'origine par l'accompagnement par le travail, pour remettre les personnes dans une situation professionnelle. Forcément, comme on était un peu éloigné des bassins de vie classiques, on a tout de suite géré les problématiques d'hébergement qui pouvaient être liées à cette question de travail. Puis depuis 1972, l'association a répondu de plus en plus de besoins, s'est associée avec d'autres associations qui avaient les mêmes objets sur le territoire. Aujourd'hui, on agit sur une quinzaine de sites géographiques qui vont sur l'axe vénitieux jusqu'à Roanne. Donc on est à la fois sur la métropole, sur le département du Rhône, sur le département de la Loire. On accompagne effectivement 700 personnes dans des accompagnements dans des structures, des dispositifs de type foyer de vie, mais aussi sur des accompagnements à domicile, sur des ateliers de travail. Et du coup, dans cette association, vous avez mis en place il y a maintenant quelques années, je crois, une démarche nouvelle de recherche de financement pour aller chercher. Alors initialement, je crois que l'idée c'était des mécènes qui puissent accompagner tous vos projets. Voilà, alors pour accompagner tous nos projets, ça c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. À l'origine, c'était pour accompagner un projet spécifique qui consistait à transformer un de nos bâtiments historiques en résidence hôtelière. Ce projet de résidence hôtelière devait répondre à 2 problématiques. Une première problématique effectivement patrimoniale, de trouver un usage à un bâtiment qui était historique pour l'association puisque c'est l'ancien site du petit séminaire du Roannais. Et le deuxième objectif qui est au cœur de notre association, c'était de développer des nouvelles activités économiques pour les personnes qu'on accompagne. Et du coup, ces activités économiques, nouveaux métiers autour de l'hôtellerie, de la restauration et puis de l'accueil de public. Pour ce projet, on avait besoin concrètement d'aller récupérer des sommes assez vertigineuses et on s'est lancé dans une démarche mécénat. Donc l'idée au départ, c'était de se dire, sur un projet, on a des gros besoins financiers, on va chercher des mécènes, on va frapper à leur porte, leur dire qui on est et leur présenter le projet et on va pouvoir combler notre budget finalement de cette manière-là. Exactement. Donc ça, c'était le point de départ et vous disiez, le point d'arrivée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des financements de nombreux projets, mais pas forcément de celui-là encore à terme. Comment se passe la mise en route, la mise en place de cette démarche ? Quelle est la première étape ? Oui, alors pour cette démarche, vu que les montants qu'on cherchait étaient quand même assez conséquents, c'est de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros, du coup on a décidé de se faire assister d'un conseil en recherche de fonds. Et en fait, dès le début, lui, il nous a repositionné en disant « mais c'est pas aussi simple que ça, une démarche de recherche de fonds. Il faut bien repartir de finalement quel est l'impact et quel est l'objet de votre association, de votre entreprise sociale et solidaire, et quel est son impact.
Parce que du coup, dans la rencontre avec les futurs mécènes, futures personnes qui vont s'engager à nos côtés, il faut qu'ils comprennent concrètement ce qu'on fait et quel effet ça a. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait et quel effet ça a. Et du coup, dans ces rencontres avec les personnes, les entreprises, on est allé rencontrer des responsables RSE d'entreprises, on est allé rencontrer des directeurs de fondation, on est allé rencontrer tout un tas de personnes que tout le monde peut cibler assez facilement. Combien de rencontres, tiens, une petite question intermédiaire, mais combien de personnes vous avez rencontrées avant de trouver un premier partenaire qui vous a accompagné ? Alors combien avant un premier qui nous accompagne ? Une. La première vous a accompagné. nous a accompagné. C'est après, c'est les suivantes qui ont été dures à trouver. On est allé voir quelqu'un dont on savait qu'il allait nous accompagner, et puis ça a marché tout de suite. Mais on voulait se tester aussi sur cette rencontre et ce temps d'échange. Mais après, on a rencontré aujourd'hui une trentaine d'entreprises ou fondations ou structures. Et sur les trentaines de structures, aujourd'hui, on a été suivi par 7. Ok. Et on en a d'autres qui nous ont pas suivis mais qui restent intéressés par des projets, qui nous ont demandé de revenir un peu plus tard. Voilà. Donc, avec les 30, il y en a qu'une dizaine où ça s'est juste conclu que par un contact et puis pas de suite. D'accord. Et avec le temps, vous avez appris à mieux cibler ou c'était pas possible de savoir avant que le lien ne pouvait pas se faire ? Avec le temps, oui, on a appris à mieux cibler dans le sens où on prend plus le temps aujourd'hui de regarder ce que font concrètement les gens qu'on va rencontrer et on s'adresse à ceux qui ont déclaré des intentions autour des choses, des objets similaires à ceux que nous on mène, à des projets similaires à ceux qu'on mène. Du coup, pour les personnes là, qui nous suivent sur certains projets, ce qui est assez significatif à noter, c'est qu'en fait, ils ne nous suivent pas nécessairement sur les projets, le gros projet qu'on avait de résidence hôtelière, et puis les quelques petits projets annexes qu'on avait pu mettre à côté, mais ils nous ont amenés aussi à créer des projets un peu sur mesure suite aux rencontres qu'on a eues, ou des petites adaptations de nos projets, de les développer un peu plus loin. Alors, expliquez-nous du coup la démarche. En premier lieu, on reclarifie notre identité, notre projet institutionnel. En deuxième lieu, on rencontre des partenaires potentiels. On présente nos projets et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Je vais prendre un exemple précis. Je vais le citer puisqu'en plus c'est officiel, on est sur leur site internet puisqu'ils nous a invités l'autre jour à une émission aussi. On a travaillé avec la Fondation Massif et le projet, on avait vu qu'ils étaient acteurs autour de la mobilité sur les territoires non métropolitains. Donc sur les territoires périurbains. Et nous, on a, dans le cadre de nos territoires, des problèmes de mobilité pour les personnes qu'on accompagne. On avait identifié un petit projet d'acquisition de 3 véhicules électriques sans permis pour permettre à nos personnes de se déplacer sans être dépendantes des quelques bus collectifs qui existent sur le territoire. Et en rencontrant Pascal de la Fondation Massif, il nous a amené à élargir notre projet en disant mais pourquoi vous le faites ces véhicules électriques uniquement dédiés aux personnes de vos structures et pourquoi, puisque sur le territoire il y a d'autres personnes les personnes handicapées que vous accompagnez qui ont des besoins de mobilité, pourquoi est-ce que le dispositif que vous mettez vous l'ouvrez pas à l'ensemble de la population ? Donc aussi les personnes, les jeunes sans emploi qui ont besoin et qui n'ont pas encore le permis, etc. Et du coup, on a évolué notre projet. Alors au lieu de partir sur 3 véhicules, on part sur 7. Ça nous a permis d'être en lien plus étroit avec les municipalités du territoire qui du coup nous mettent des espaces à disposition pour recharger les véhicules. Et on a un dispositif d'autopartage sur le territoire qui se met en place. Donc, qui bénéficiera aux personnes que nous-mêmes on accompagne avec handicap psychique, mais qui bénéficiera aussi à l'ensemble de la population. Donc la relation avec le partenaire financeur, finalement, a redessiné les contours de votre projet. À redessiner les contours de notre projet est venu finalement aussi élargir la question des bénéficiaires de notre projet. C'était aussi quelque chose de nouveau pour notre association, que de ne plus être que sur les personnes avec situation de handicap, mais finalement que les solutions qu'on faisait pour des personnes avec situation de handicap devenaient
aussi des solutions pour des personnes ordinaires du territoire. Donc il y avait aussi une dimension finalement inclusive à ce projet-là. Et du coup, les partenaires qui vous accompagnent sont des partenaires ponctuels. Ils accompagnent une action, une mission, ou vous arrivez à créer un lien plus pérenne, plus permanent? Je vais reprendre cet exemple-là de notre projet MoveLib, dans lequel la Fondation Massif s'est engagée, la Fondation Nord-Auto aussi s'est engagée dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'ils se sont engagés dans ce projet-là, on a mis en place une sorte de comité de suivi qui vient aussi s'assurer que ce qu'on a prévu se passe comme il faut, ou qu'il y ait des évolutions qui soient partagées avec eux, que les résultats qu'on espérait, que les impacts qu'on espérait soient tenus, et du coup, dans la durée, on crée une relation avec eux. C'est pas ils viennent, ils financent, ils s'en vont. Il y a un lien sur l'évaluation de la mission, sur son impact, sur son utilité réelle. Voilà, et je sais qu'ils peuvent aussi potentiellement être intéressés pour, pourquoi pas, essaimer ce projet sur d'autres territoires, en l'occurrence sur le projet des véhicules. S'il marche sur un territoire périurbain comme la communauté de l'Ouest rhodanien, donc Tarare-en-Plepuis, pourquoi il ne pourrait pas être ensuite essaimé sur des territoires un peu similaires en d'autres lieux de la France, puisque la Massif intervient sur toute la France. Après, c'est pas nécessairement nous qui irons essaimer ça sur toute la France. Hein. Après, on peut modéliser ce qui a été fait et puis le transférer à d'autres acteurs sur les territoires. Merci d'avoir écouté cette première partie. Nous vous invitons à poursuivre votre écoute mardi prochain pour la suite de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcasts habituelles. Si vous avez des remarques, des projets que vous souhaitez valoriser, vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogee-ess.org.